Dans la salle des coffres, il y avait cette alarme qui détectait la chaleur et les mouvements. Si quelqu'un y pénétrait, elle se déclenchait. Patrick Pays est le second détective qui a mené et suivi toute l'enquête. C'était clair que les gens qui avaient fait ça, pour eux, c'était comme s'ils étaient entrés dans la caverne d'Ali Baba. J'ai l'impression, probablement, que les cambrioleurs eux-mêmes ont été surpris de la taille réelle du butin. Il y avait beaucoup de diamants. Ici, on parle de diamantaires avec des bijoux uniques, des bijoux de famille, beaucoup de choses comme ça. Mais aussi tous les stocks de diamants bruts ou taillés qui sont gardés dans ces coffres. Nous sommes donc quasiment certains que même les voleurs étaient étonnés de trouver tout cela. Ils avaient prévu plusieurs sacs, mais le butin était tellement énorme qu'ils ont sûrement dû décider que va-t-on emmener, que va-t-on laisser. Ils ne pouvaient pas tout emmener. Et on a noté, enfin, on suppose, qu'ils étaient très nerveux pendant le casse quand ils ouvraient et vidaient tous ces coffres. Ils ont donc pris les choses qui avaient le plus de valeur, mais beaucoup d'autres choses sont restées par terre. Si on avait récupéré juste ce qu'il y avait sur le sol, je peux vous dire qu'on se serait offert une belle retraite. Il avait l'air de jouer la comédie, mais de l'autre côté, nous faisions semblant aussi. Nous rentrions dans son jeu afin de, disons, ne pas le froisser ou le braquer, ou de lui donner l'impression que cette information était cruciale parce que nous avions besoin de connaître absolument son adresse. Nous avons donc pris des gants avec lui. Et finalement, nous avons réussi à aller là où nous voulions aller, à son appartement. Ça sautait aux yeux que Notar Bartolo essayait de gagner du temps, car il savait que ses proches étaient en train de se débarrasser des preuves dans l'appartement. Nous avons eu beaucoup de chance finalement d'arriver juste au moment où ils étaient en train de quitter l'appartement. Si nous étions arrivés 5 ou 10 minutes plus tard, nous n'aurions pas seulement loupé ces personnes, mais nous aurions aussi perdu des preuves qui se sont révélées très importantes. Au même moment, nous voyons 4 personnes sortir de l'immeuble, dont l'une d'entre elles a un tapis sur son épaule. Et 2 femmes portent 3 gros sacs avec toutes sortes de choses à l'intérieur. Évidemment, nous avons arrêté tout le monde. Nous avons vérifié leur identité et il était clair qu'il s'agissait de la femme et des proches de Leonardo. Ils ont été surpris, car je me souviens d'une anecdote à propos de l'homme qui transportait le tapis. Lorsqu'il a réalisé que nous étions des policiers, car nous nous habillons en civil, on ne porte pas d'uniforme, quand il a réalisé donc, il a jeté le tapis par terre et est resté là. Un de mes collègues lui a dit « Monsieur, ce tapis, pourquoi l'avez-vous jeté par terre ?» Et sa première réaction a été « Un tapis ? Quel tapis ? Je n'ai pas de tapis. » Nous avons dit « Écoutez, monsieur, nous vous avons vu sortir de l'immeuble avec le tapis sur votre épaule et le jeter dans la rue. Il est là, par terre, et vous allez nous dire que ce n'était pas le vôtre. » Après coup, bien sûr, il a dit « Écoutez, je sais pas, Leonardo m'a demandé de me débarrasser du tapis et de le jeter à la poubelle, je ne sais pas pourquoi. » Pendant les interrogatoires, il était extrêmement calme et restait impassible. Il n'a pas sourcillé. Il est resté très poli. Nous n'avons rien noté de bizarre dans son comportement. Il ne se comportait pas du tout comme un suspect ou quelqu'un ayant quelque chose à cacher. Dès la première seconde, il a une réaction du genre « Ok, je n'ai rien à voir avec tout cela. Et si vous me désignez comme un suspect, c'est à vous de le prouver. N'attendez plus aucune coopération de ma part. » Et à partir de là, nous avons pu le confronter à tout ce qu'on avait. Relevé téléphonique, preuves évidentes, et même l'ADN qui avait été trouvé, etc. Mais constamment il répétait « Je ne répondrai pas à vos questions ».